Saviez-vous qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre était une sphère incandescente de roches en fusion, recouverte d'océans de magma en ébullition au cœur du chaos du système solaire primitif. C'était une planète remplie de gaz toxiques et de magma. Pourtant, la vie a tout de même réussi à s'y installer. Les preuves géochimiques montrent que les premières traces de vie sont apparues il y a environ 3,8 milliards d'années. Sans lumière solaire et sans oxygène à respirer, la vie est apparue dans l'obscurité des profondeurs océaniques, autour des sources hydrothermales où l'énergie chimique remplaçait la lumière. À partir de simples organismes unicellulaires, la vie a entamé un long voyage évolutif alors que l'atmosphère changeait, que la planète a presque gelé à l'échelle globale et que la vie s'est retrouvée à plusieurs reprises au bord de l'extinction. Il s'agit d'un voyage vers la Terre préhistorique où nous explorerons comment une planète chaotique s'est lentement transformée en le seul monde vivant que nous connaissons. La Terre durant l'éon Hadéen, un nom dérivé de Hadès, le monde souterrain de la mythologie grecque, était un monde presque impossible à habiter. À cette époque, la surface de la Terre était un océan incandescent de magma, constamment perturbé par des impacts d'astéroïdes, une activité volcanique intense et un rayonnement solaire bien plus puissant qu'aujourd'hui. L'atmosphère primitive de la Terre était un mélange toxique et réducteur de dioxyde de carbone, de méthane, d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène. L'oxygène, l'élément étroitement associé à la vie moderne, était pratiquement inexistant. Les bombardements météoritiques se produisaient à haute fréquence, en particulier durant la période connue sous le nom de Grand Bombardement Tardif, il y a environ 4,1 à 3,8 milliards d'années. Puis, la Terre a commencé à former sa première croûte solide. Les minéraux les plus anciens jamais découverts des cristaux de zircon, âgés d'environ 4,4 milliards d'années, montrent que certaines parties de la surface s'étaient suffisamment refroidies pour permettre l'existence locale d'eau liquide. Alors, d'où venait l'eau sur un monde qui était autrefois une mer de feu? La science moderne suggère qu'une grande partie de l'eau de la Terre provient du dégazage interne lorsque la vapeur d'eau a été libérée par le magma et s'est condensée à mesure que la planète se refroidissait progressivement. La frontière entre l'Hadéen et l'Archéen marque une transition fondamentale. L'Archéen, qui commence il y a environ 4,0 milliards d'années, restait une ère difficile, mais suffisamment stable pour permettre le développement de processus plus complexes. Les preuves les plus frappantes proviennent d'anciennes signatures du carbone, dans des couches de roches sédimentaires au Groenland et au Canada. Les scientifiques ont découvert des rapports isotopiques inhabituels entre le carbone 12 et le carbone 13,
datant d'environ 3,8 milliards d'années. De plus en plus, les modèles montrent que la vie pourrait émerger dans des conditions extrêmes, en particulier dans des environnements isolés de la surface chaotique. Un candidat clé est constitué par les sources hydrothermales des grands fonds marins. Ici, l'eau de mer pénètre profondément dans la croûte chaude, réagit avec des roches riches en métaux, puis jaillit à nouveau dans l'océan sous forme de fluides surchauffés riches en composés chimiques. Ces environnements fournissent une énergie chimique stable, des minéraux catalytiques et des structures microscopiques, des conditions idéales pour la chimie prébiotique. Plus important encore, la vie primitive n'avait pas besoin de lumière solaire, d'oxygène ou d'une atmosphère comme celle d'aujourd'hui. Elle pouvait se former dans l'obscurité permanente, sous haute pression, là où la surface de la Terre n'exerçait plus d'influence directe. Une fois que l'eau s'est stabilisée et que la vie primitive s'est installée, les océans primordiaux sont devenus la scène principale de la plus grande expérience de la Terre, où la vie a non seulement survécu, mais a commencé à apprendre à se maintenir. Il y a environ 3,8 à 3,5 milliards d'années, la majeure partie de la surface de la Terre était recouverte d'eau. Les océans de cette époque étaient sombres, riches en fer dissous, plus chauds qu'aujourd'hui et constamment agités par l'activité tectonique et les sources hydrothermales. En contrepartie, cependant, les océans offraient quelque chose d'inestimable, une stabilité relative. Les premiers organismes vivants étaient des bactéries et des archées. Les archées sont particulièrement remarquables car elles peuvent survivre dans des conditions que la plupart des formes de vie modernes ne peuvent pas tolérer. Des températures supérieures à 100 degrés Celsius, une salinité extrême, une pression écrasante et des environnements totalement dépourvus d'oxygène. De nombreux biologistes considèrent les archées comme des fossiles vivants au niveau physiologique, car leurs voies métaboliques sont plus proches de celles de la vie primitive que celles de tout autre groupe encore existant. L'une des preuves les plus claires de la vie ancienne est constituée par les stromatolites, des structures stratifiées semblables à des roches créées par des communautés microbiennes. Les plus anciens stromatolites connus remontent à environ 3,5 milliards d'années et remarquablement, ils existent encore aujourd'hui dans certains environnements peu profonds comme Shark Bay en Australie. Ces structures ne sont pas des organismes individuels, mais des traces de coopération collective. Les micro-organismes piègent les sédiments, lient les minéraux et construisent progressivement de fines couches au fil du temps. Un point particulièrement intéressant est l'hypothèse du monde à ARN, qui suggère que l'ARN des molécules capables à la fois de stocker l'information et de catalyser des réactions chimiques aurait pu constituer une étape intermédiaire cruciale avant l'émergence de l'ADN, des protéines.
Ces réactions ne nécessitaient pas la lumière du soleil, mais reposaient plutôt sur des gradients chimiques dans l'eau de mer et sur des minéraux présents au fond de l'océan. De manière essentielle, la vie primitive n'avait pas besoin d'oxygène. Au lieu d'une respiration basée sur l'oxygène, les organismes primitifs tiraient leur énergie de réactions chimiques telles que l'oxydation de l'hydrogène, du soufre ou du fer. Autrement dit, les premières formes de vie ne respiraient pas, mais métabolisaient leur environnement par des échanges chimiques lents et subtils. Du point de vue de la survie, c'était une stratégie judicieuse. La lumière solaire transportait à l'époque des niveaux mortels de rayonnement ultraviolet en raison de l'absence d'une couche d'ozone. Sur la terre ferme, le rayonnement pouvait détruire les molécules organiques en très peu de temps. Sous l'océan, en particulier à grande profondeur, l'eau agissait comme un bouclier naturel, permettant aux structures fragiles de la vie primitive de persister suffisamment longtemps pour se reproduire et évoluer. Et une fois cela réalisé, cela a marqué le début de la révolution de l'oxygène. Il y a environ 2,7 à 2,5 milliards d'années, un groupe d'organismes microscopiques a commencé à exploiter la source d'énergie la plus abondante que la Terre ait jamais connue, la lumière du Soleil. Ces organismes étaient des cyanobactéries. Grâce à la photosynthèse, elles utilisaient l'eau et le dioxyde de carbone pour produire de l'énergie, et le sous-produit de cette réaction était l'oxygène moléculaire. Lorsque l'oxygène se combinait avec le fer, il formait des oxydes de fer insolubles qui se déposaient au fond des océans, créant des couches rocheuses appelées formations de fer rubané. Ces couches, concentrées entre environ 2,4 et 2,0 milliards d'années, constituent une preuve directe que les océans terrestres ont traversé une phase d'oxydation à l'échelle planétaire. À mesure que les niveaux d'oxygène dans l'environnement augmentaient, un grand nombre d'organismes anciens incapables de s'adapter ont disparu. Cela est considéré comme la première extinction de masse provoquée par l'oxygène dans l'histoire de la Terre. Il y a environ 2,4 milliards d'années, l'oxygène a commencé à s'accumuler de manière significative dans l'atmosphère, marquant ce que l'on appelle le grand événement d'oxydation. Les concentrations d'oxygène restaient faibles par rapport au niveau moderne peut être seulement quelques pourcents de l'atmosphère actuelle, mais cela suffisait déjà à tout transformer. L'atmosphère est passée d'un état réducteur à un état oxydant, déclenchant des changements majeurs dans les cycles du carbone, du soufre et du méthane. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre, a été détruit par l'oxygène, entraînant une forte diminution de la capacité de la Terre à retenir la chaleur. L'oxygène a rendu possible la respiration aérobie,
un mode d'extraction d'énergie bien plus efficace que les voies anaérobies. À partir de la même molécule nutritive, les organismes aérobies pouvaient générer beaucoup plus d'énergie, permettant aux cellules de devenir plus grandes, de développer des structures plus complexes, finalement, de former une vie multicellulaire. L'oxygène, autrefois destructeur, est progressivement devenu la base de la vie complexe. La présence d'oxygène dans la haute atmosphère a également conduit à la formation de la couche d'ozone. L'ozone absorbe une grande partie du rayonnement ultraviolet du Soleil, un type de rayonnement capable de détruire l'ADN. Avant cela, la surface de la Terre était presque impossible à habiter pendant de longues périodes en raison d'une exposition intense aux UV. Pris dans son ensemble, la révolution de l'oxygène n'a pas été un moment unique, mais un processus qui s'est déroulé sur des centaines de millions d'années, marqué par des interruptions, des boucles de rétroaction et des rééquilibrages répétés. Et à mesure que le méthane disparaissait de l'atmosphère, les températures mondiales ont chuté, la Terre s'est rapprochée d'un état proche d'un gel presque total. Un état radicalement opposé froid, sombre et presque immobile, les preuves géologiques montrent que la Terre a traversé plusieurs périodes de glaciation à l'échelle presque globale. Ces périodes glaciaires extrêmes se sont produites principalement durant l'éon protérozoïque, en particulier entre environ 720 et 635 millions d'années. Durant certaines phases, la glace a pu s'étendre des pôles jusqu'à proximité de l'équateur. La cause de ces événements ne provenait pas d'un seul choc, mais d'une chaîne dangereuse de rétroaction climatique. Après une forte augmentation des niveaux d'oxygène, le méthane, un gaz à effet de serre des dizaines de fois plus efficace que le CO2, a été oxydé et rapidement épuisé. Une fois que la glace a commencé à s'étendre, l'effet d'albédo s'est enclenché. La glace réfléchit la lumière solaire bien plus efficacement que la Terre ou l'océan, ce qui a conduit la planète à absorber moins d'énergie et à se refroidir davantage. Dans le même temps, les changements de la tectonique des plaques ont contribué à plonger la Terre plus profondément dans la crise. La position des continents près de l'équateur a intensifié l'altération des roches silicatées, un processus qui retire le CO2 de l'atmosphère. À mesure que le CO2 se retrouvait piégé dans les roches, l'effet de serre s'affaiblissait encore davantage. Le résultat fut des océans scellés sous des couches de glace de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, certains modèles estimant près d'1 kilomètre de glace dans certaines régions. La lumière solaire ne pouvait plus pénétrer et les échanges de gaz entre l'océan et l'atmosphère étaient presque interrompus. Le cycle du carbone était étouffé à la surface et la planète ressemblait à un monde mort silencieux, gelé et immobile. Sous cette glace, cependant,
les sources hydrothermales du fond océanique continuaient de fonctionner, fournissant une énergie chimique constante. Des fissures dans la glace, où une faible lumière pouvait s'infiltrer, sont devenues des oasis microbiennes. Les modèles climatiques suggèrent que la Terre a pu passer d'un état de boule de neige à des conditions beaucoup plus chaudes en un laps de temps géologiquement court. La glace a fondu rapidement, le niveau des mers a augmenté et de grandes quantités de nutriments phosphates, fer et minéraux ont été libérés dans les océans. À mesure que la glace reculait, les océans sont devenus plus riches en nutriments que jamais auparavant, tandis que les niveaux d'oxygène continuaient d'augmenter. Les pressions évolutives accumulées pendant des millions d'années ont soudainement explosé en innovation biologique. Les organismes qui avaient survécu dans l'obscurité ont émergé dans un monde ouvert, où la compétition et la diversification sont devenues les principales forces motrices. Et presque immédiatement après la disparition des dernières calottes glaciaires, la vie est revenue et a expérimenté presque toutes les formes imaginables. C'était l'explosion cambrienne. Un moment où l'évolution s'est accélérée d'une manière jamais vue auparavant dans l'histoire de la Terre. Les océans ont été libérés, le climat s'est progressivement réchauffé, l'oxygène a continué de s'accumuler et les cycles biologiques, géologiques et chimiques ont commencé à fonctionner à un rythme différent. Il y a environ 540 et 1 million d'années, en seulement 20 à 30 millions d'années, les archives fossiles montrent une augmentation soudaine et sans précédent de la biodiversité. Presque tous les grands embranchements animaux connus aujourd'hui sont apparus, des arthropodes et des mollusques, aux vers segmentés et aux premiers ancêtres des vertébrés. L'un des changements les plus importants a été l'apparition de structures dures, des coquilles minéralisées, des épines, des dents et des squelettes primitifs. Pour la première fois, les organismes ne se contentaient plus de survivre, mais construisaient des corps comme des machines biologiques capables de résister aux dommages, d'attaquer et de se déplacer efficacement. Cela a complètement transformé les stratégies de survie. Auparavant, la survie reposait principalement sur la chimie et la physiologie. À partir du Cambrien, la forme du corps elle-même est devenue une arme. L'apparition des yeux a été un autre tournant révolutionnaire, les preuves fossiles montrant que des systèmes visuels primitifs ont émergé très tôt au Cambrien. Les espèces qui nageaient plus vite, creusaient plus profondément, possédaient des coquilles plus dures ou des réflexes plus rapides ont pris l'avantage. Il est notable que l'explosion cambrienne a également produit d'innombrables formes de vie étranges. Les fossiles provenant de sites tels que les schistes de Burgess révèlent des organismes au plan corporel totalement inhabituels,
plusieurs yeux, des membres asymétriques et des formes sans équivalent parmi les espèces actuelles. La plupart de ces organismes se sont complètement éteints, sans laisser de descendants. Pourquoi le Cambrien s'est-il produit à ce moment-là plutôt qu'auparavant? La science moderne évoque une convergence de facteurs. Les niveaux d'oxygène dans les océans et l'atmosphère ont atteint des seuils suffisamment élevés pour soutenir un métabolisme complexe et des corps plus grands. Les océans post-glaciaires sont devenus riches en nutriments, favorisant l'expansion des chaînes alimentaires. Si seulement quelques conditions avaient été différentes, un niveau d'oxygène plus faible, des océans pauvres en nutriments ou une extinction plus précoce, l'histoire biologique aurait pu suivre une trajectoire complètement différente. L'explosion cambrienne nous rappelle que la diversité ne signifie pas la durabilité. De nombreuses formes de vie ont existé autrefois, mais n'ont pas survécu aux changements planétaires ultérieurs. Pourtant, c'est précisément durant cette période chaotique et créative que les fondements des écosystèmes modernes se sont formés. Des chaînes alimentaires complexes, des rôles écologiques différenciés et des interactions biologiques multicouches. À mesure que les océans devenaient saturés de compétition et de prédation, une nouvelle pression est progressivement apparue. Certains organismes ont commencé à détourner leur regard de l'eau vers un environnement plus rude, mais plus ouvert. Le Cambrien n'a pas mis fin à l'histoire de la vie. Il a poussé la vie jusqu'au seuil d'une aventure entièrement nouvelle. Il y a environ 470 à 450 millions d'années, les premières plantes ont commencé à coloniser les terres émergées. Elles ne possédaient pas de grands troncs ligneux comme les plantes modernes, mais étaient des formes non vasculaires qui restaient proches du sol et vivaient près des sources d'eau. Cette innovation a fait bien plus que permettre aux plantes de se tenir debout, elle a restructuré toute la surface de la Terre. À mesure que les plantes se sont répandues, elles ont transformé la roche nue en sol, retenant l'humidité, fixant le carbone et libérant de l'oxygène. En conséquence, l'atmosphère est devenue de plus en plus riche en oxygène, dépassant le seuil nécessaire pour soutenir de grands organismes. Cela a préparé le terrain pour un phénomène remarquable. L'apparition des géants, durant les périodes du Dévonien et du Carbonifère, les niveaux d'oxygène sont estimés avoir atteint 30 à 35%, contre environ 20 et 1% aujourd'hui. Avec une abondance d'oxygène, les organismes qui respirent par des systèmes trachéens en particulier, les insectes pouvaient atteindre des tailles sans précédent. Les fossiles révèlent d'anciennes libellules avec des envergures dépassant 70 cm, ainsi que des araignées géantes et des mille-pattes parcourant des forêts denses.
Les animaux, cependant, ont été la force qui a véritablement donné vie aux terres émergées. Cette transition a commencé avec les poissons qui ont développé des nageoires charnues et des poumons primitifs pour survivre dans des eaux peu profondes et pauvres en oxygène. De ceux-ci sont issus les amphibiens, des créatures de deux mondes, capables de respirer l'air tout en restant dépendantes de l'eau pour la reproduction. La solution est apparue avec l'évolution des reptiles grâce à des œufs à coquilles, une peau résistante à l'eau et des systèmes respiratoires plus efficaces. Les reptiles se sont affranchis de leur dépendance aux environnements humides. Pour la première fois, les vertébrés ont véritablement maîtrisé la vie terrestre. Ils pouvaient s'éloigner des sources d'eau, exploiter de nouveaux espaces et se diversifier rapidement en forme. La Terre s'est transformée d'une surface stérile en un réseau complexe d'écosystèmes où les plantes formaient la base, les insectes servaient d'intermédiaires et les prédateurs occupaient le sommet de la chaîne alimentaire. Durant cette période, d'anciennes forêts se sont formées à l'échelle mondiale, les plantes ligneuses ont prospéré, accumulant une biomasse énorme. Lorsqu'elles mouraient et étaient enfouies dans des conditions pauvres en oxygène, une partie de ce carbone ne retournait pas dans l'atmosphère, mais se retrouvait piégée dans les sédiments, formant finalement du charbon. Les géants du Carbonifère n'ont pas duré éternellement. À mesure que les niveaux d'oxygène diminuaient et que les climats devenaient plus secs, la grande taille corporelle est devenue un désavantage. À mesure que les plaques tectoniques se déplaçaient, des éruptions volcaniques massives se produisaient et le climat fluctuait violemment. Le monde des géants a affronté son défi le plus brutal et la Terre est entrée dans une série d'extinctions de masse. Au cours des 500 derniers millions d'années, la Terre a connu au moins 5 grandes extinctions de masse. L'extinction la plus sévère s'est produite à la fin du Permien, il y a environ 252 millions d'années, communément appelé l'événement Permien-Trias. Les preuves géologiques montrent qu'environ 90 à 86% de la vie marine et plus de 70% des espèces terrestres ont disparu. Mais lorsque les groupes auparavant dominants se sont effondrés, un espace écologique s'est ouvert à l'échelle mondiale. Et dans ce contexte, les reptiles des organismes qui s'étaient discrètement adaptés à des environnements secs et instables ont commencé à accélérer leur rythme évolutif. Contrairement aux amphibiens, les reptiles possèdent une peau résistante à l'eau, des œufs à coquilles protectrices et des systèmes physiologiques adaptés au climat rigoureux. Ces caractéristiques n'ont pas rendu la catastrophe du Permien-Trias plus facile à survivre, mais elles sont devenues des avantages décisifs dans le monde post-extinction, plus chaud, plus sec et plus instable. À mesure que les forêts déclinaient et que les paysages ouverts s'étendaient, les reptiles n'ont pas seulement survécu, ils se sont propagés. Cela a été suivi par les périodes du Trias et du Jurassique,
au cours desquels les lignées de reptiles se sont rapidement diversifiées. Certains sont devenus des prédateurs bipèdes, d'autres ont évolué en herbivores massifs et plusieurs branches se sont adaptées à la vie dans les airs ou dans les océans. C'est durant cette période que les dinosaures sont apparus et ont progressivement dominé les terres. Ils n'étaient pas des organismes parfaits, mais le résultat de millions d'années d'expérimentation évolutive dans un environnement post-catastrophe où la vitesse d'adaptation comptait davantage que la stabilité à long terme. Il est important de noter que chaque extinction de masse ne se contente pas d'éliminer la vie, elle redéfinit la direction de l'évolution qui suit. La grande taille, un métabolisme efficace ou des stratégies reproductives flexibles peuvent tous devenir des clés de survie, mais seulement pour une durée limitée. À mesure que les environnements continuent de changer, ces mêmes avantages peuvent se transformer en fardeau. L'ère mésozoïque, souvent appelée l'âge des reptiles, n'était pas une période paisible. Bien que les dinosaures aient dominé pendant plus de 160 millions d'années, la planète est restée en perpétuel changement. Le niveau des mers montait et descendait, les climats oscillaient et les continents dérivaient. Leur domination a perduré non pas grâce à la stabilité, mais grâce à leur capacité à résister aux changements continus. Descendre même des dinosaures, une autre voie allait émerger, une voie menant aux mammifères et finalement aux humains. Il y a environ 66 millions d'années, un bref instant a mis fin à l'ère des créatures qui avaient dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Après l'impact de Chicxulub, le ciel s'est assombri, le climat a été plongé dans le chaos et les réseaux alimentaires se sont effondrés, mais lorsque la fine poussière s'est dissipée et que la lumière du soleil est revenue, la planète est entrée dans une phase fondamentalement différente, un monde laissé ouvert, privé de géants. Tout au long de l'ère mésozoïque, ils étaient de petites créatures nocturnes vivant dans l'ombre écologique des dinosaures. Les fossiles montrent que la plupart des mammifères de cette époque pesaient moins de quelques centaines de grammes et survivaient grâce à la discrétion, à la flexibilité et à une reproduction rapide. En l'espace de 10 à 15 millions d'années après l'impact, les mammifères ont connu une diversification importante, des insectivores et herbivores aux carnivores, des fouisseurs et arboricoles aux espèces côtières. Il s'agissait d'une expansion lente mais persistante, se déroulant dans un contexte de climat et de paysage en constante transformation. Un facteur clé était le cerveau. Les données anatomiques montrent que de nombreux groupes de mammifères ont commencé à augmenter progressivement le rapport entre la taille du cerveau et la masse corporelle. Un cerveau plus grand ne signifiait pas immédiatement l'intelligence, mais il permettait une flexibilité comportementale, l'apprentissage et une adaptation rapide aux environnements changeants. Dans le même temps, la tectonique des plaques continuait de remodeler la planète, les continents dérivaient, de nouvelles chaînes de montagnes se formaient,
les courants océaniques changeaient et les climats régionaux évoluaient. Ces changements ont créé des mosaïques écologiques des environnements divers, coexistant côte à côte, favorisant la divergence des espèces. Les forêts tropicales, les prairies, les zones tempérées et les déserts se sont étendus à tour de rôle, chacun présentant un défi de survie différent. Les mammifères, grâce à leur capacité à réguler leur température corporelle et à s'occuper de leurs petits, se sont révélés particulièrement bien adaptés à ces défis. Il y a environ 7 à 6 millions d'années, alors que le climat de l'Afrique devenait plus sec et que les forêts se fragmentaient, une branche de mammifères primates a commencé à s'adapter à la marche bipède et verticale, ce qui permettait une vision à plus longue distance, libérait les mains pour transporter de la nourriture et des outils et réduisait l'exposition directe au soleil. Les fossiles montrent que la taille du cerveau a augmenté progressivement, accompagné de coûts biologiques importants, des besoins énergétiques élevés, des périodes de développement plus longues et une reproduction plus lente. Sans l'extinction des dinosaures, cette trajectoire aurait-elle existé ? Notre existence n'est donc pas un résultat inévitable de l'évolution, mais un produit fragile d'une chaîne d'événements fortuits s'étendant sur des dizaines de millions d'années. Remonter le temps jusqu'au passé préhistorique de la Terre n'est pas simplement un exercice consistant à reconstruire un monde de roches en fusion, d'atmosphères toxiques ou d'entités disparues depuis longtemps. Des océans primordiaux silencieux, où les premières bactéries photosynthétiques ont libéré de l'oxygène et complètement transformé l'équilibre chimique de la planète, jusqu'à l'essor et la disparition d'espèces colossales qui dominaient autrefois les continents, ce passé est inscrit à jamais dans chaque couche de sédiments et chaque squelette fossilisé enfoui profondément dans la Terre. Ces archives géologiques sont des journaux vivants, témoignant d'une règle immuable. La vie trouve toujours un chemin, même à travers les bouleversements les plus extrêmes de la planète. Comprendre la Terre préhistorique nous permet de reconnaître que l'existence de l'humanité aujourd'hui n'est pas acquise, mais le résultat d'une chaîne d'événements fortuits et d'extraordinaires capacités d'adaptation de la vie au fil de millions de millénaires. En regardant ce passé lointain, nous découvrons non seulement des réponses sur nos propres origines, mais nous comprenons aussi la fragilité et la valeur immense des écosystèmes que nous habitons aujourd'hui. En fin de compte, ce voyage dans le passé devient la seule véritable clé pour voir le présent avec clarté et anticiper avec précision les scénarios futurs, aidant l'humanité à protéger l'équilibre délicat de notre unique foyer partagé dans l'immensité de l'univers.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.